Bonsoir, bienvenue dans les débats de la présidentielle avec ce soir une émission un peu particulière. À 9 jours de l'élection présidentielle, nous avons voulu élargir notre horizon, savoir quel était le regard que portaient sur l'élection des confrères, des journalistes étrangers, allemands, italiens et américains. Comment jugent-ils nos politiques? C'est le débat de ce soir. Avec nous, Jacqueline Hénard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste allemande et vous avez été la correspondante de plusieurs journaux, dont l'hebdomadaire Die Zeit à Paris. À vos côtés, Jean-Piero Martinotti, bonsoir également. Bonsoir. Vous êtes le correspondant du quotidien italien La Repubblica. Et puis, pour compléter ce trio d'observateurs, Axel Krause, le secrétaire de l'association de la presse anglo-américaine à Paris. Enfin, comme toutes les semaines, nous sommes en compagnie de Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir. La crise financière, la crise économique aura donc été omniprésente dans cette campagne, mais ce que j'ai envie de vous demander à tous les trois, et peut-être d'abord à vous, Jacqueline Hénard, est-ce que, selon vous, les politiques français ont apporté des réponses à cette crise durant cette campagne ? Bien sûr que la crise a été présente dans cette campagne. Elle était présente en arrière-fond et elle était présente par petites touches. Et elle était présente dans l'apport de... je ne peux pas dire adoucissement, mais enfin de petits compromis envers ceux qui étaient dans la difficulté ou que l'on soupçonne être le gros de son électorat. Par contre, pour les mesures de réduction des dépenses, je crois que la crise n'a pas été beaucoup présente et pour moi, il en résulte une drôle de tension. J'ai l'impression que le pays se dit il y a encore 15 jours avant que ça ne ressorte. Voilà, c'est un peu ça. En fait, si on vous entend bien, vous nous dites que les politiques français n'ont pas eu assez de courage durant cette campagne, n'ont pas dit la vérité aux Français. Vu de l'Allemagne, c'est ce qu'on pense? C'est l'impression que j'ai. Bon, en Allemagne, on a un style différent, mais je trouve que le pays, il y a quelque chose de très tendu. Et j'entends les collégiens qui sont dans le café en bas de chez moi et ils disent mais la crise, ils parlent de la crise, mais la crise elle va être finie un jour et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette crise? Alors est-ce que vous partagez ce sentiment, vous, Jean-Piero Martinotti? Oui, il y a à la fois, on peut pas d'un côté, on peut pas demander aux politiques d'essayer de conquérir les pouvoirs en disant on va vous matraquer. Il y aura une austérité, il y aura une rigueur. De ce point de vue-là, la campagne française est comme partout ailleurs. C'est-à-dire qu'on cache certains problèmes qu'il vaut mieux de ne pas mettre au devant de la scène parce que, quand même, c'est pas très séduisant de dire aux gens on va vous augmenter les impôts et on va diminuer les dépenses. Est-ce que cette campagne-là n'aurait pas dû être différente des autres, si j'ose dire, compte tenu du contexte économique qui est quand même très particulier? Écoutez, la campagne espagnole, elle était jouée d'avance. Donc, Est-ce que vous voyez une campagne en Allemagne ou en Italie dans laquelle le thème central serait « on va vous matraquer » ? Non, c'est impossible. Donc, il faut en quelque sorte éliminer. Les Français, dans le monde du journalisme, on est blasé, on dit c'est une mauvaise campagne. Elles sont toutes mauvaises dans n'importe quel pays. L'enjeu de la campagne, c'est la conquête du pouvoir et on essaye de trouver le moyen de les conquérir. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas la crise. Il n'y a pas la crise dans un pays qui a 56% de dépenses publiques, ce qui est un record absolu dans la zone euro, et pas seulement que dans la zone euro. C'est évident qu'il y a un modèle qui ne marche plus. Et c'est évident que la France devra faire les comptes avec ça, comme l'Espagne, l'Italie, et dans différentes mesures, Irlande, Grèce et Portugal ont dû le faire. Alors, on va y revenir, mais j'ai envie de me retourner vers vous, Axel Krause. Vous, quel est votre regard sur cette campagne française? Et est-ce que, comme vos deux confrères, vous pensez que les politiques français, finalement, ont parlé, bien évidemment, de la crise, mais n'ont pas apporté de vraies solutions, et en tout cas n'ont pas mis le doigt sur la rigueur nécessaire? Ou est-ce que vous avez une autre vision? J'ai une autre vision. C'est-à-dire que moi j'ai fait plusieurs campagnes ici en France à travers des années, ici comme journaliste. Et il faut dire que c'est la première fois qu'on voit beaucoup de solutions proposées qui sont absolument
incompréhensible pour certains, mais pas une vraie discussion sur le fond et la cause de la situation. À part quelques très très bonnes émissions à la télévision. Mais il faut savoir aussi qu'on n'est pas encore vraiment en campagne. Ah bah écoutez, ça fait quand même quelques semaines qu'on en parle beaucoup, et l'élection est quand même dans 9 jours. Alors, oui, c'est un peu inquiétant si effectivement vous considérez qu'on n'est pas en campagne. Beaucoup d'entre nous pensent que le vrai débat, la véritable campagne, la véritable confrontation aura lieu après le premier tour. Entre les deux tours. Il y a quand même 10 candidats, et vu de Washington, par exemple, c'est incompréhensible des positions. Néanmoins, on voit à gauche et à droite, extrême gauche, extrême droite, des solutions absolument invraisemblables. Par exemple, que la France se retire de l'euro, qu'on applique des méthodes protectionnistes et un retour où on était avant des années 70, c'est quand même incroyable. Néanmoins, il y a des solutions, et pour Washington et pour beaucoup d'entre nous, on voit avec M. Sarkozy, surtout le président sortant, une politique d'austérité, comme Mme Merkel, comme en Italie, comme tous les pays de l'Europe, une austérité et une continuation par rapport à Hollande, qui propose une solution qui est très très parallèle et qui ressemble beaucoup à la position et le programme d'Obama aux États-Unis. Ça veut dire une politique à gauche avec une autre politique vis-à-vis de la fiscalité, vis-à-vis des gens, plein d'argent, la relance de l'économie. Le discours de relance et le discours des États-Unis. On a entendu votre premier diagnostic sur la politique française, Gilles Leclerc. Est-ce que le personnel politique dans vos pays respectifs s'intéresse de près à l'élection française et comment regarde-t-il cette campagne? Jacqueline Hénard. Je crois qu'ils n'ont pas le choix. La France reste un grand pays, c'est un grand partenaire en Europe. Je ne vois pas que l'Allemagne puisse ne pas s'intéresser de près à ce qui se dit. Ils comprennent bien ce qui se passe? Je pense qu'ils voient... Après, il y a les dirigeants effectivement allemands qui doivent suivre ça de très près, et effectivement la population allemande ou la population italienne suit ça effectivement de très près, ou est-ce qu'on regarde ça finalement avec un petit peu de lointain? Est-ce que la presse en parle chez vous, par exemple, en Allemagne? Oui, on en parle beaucoup, mais ce qui est frappant, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux visages qui surgissent. François Hollande est en campagne depuis si longtemps. Il est connu, François Hollande, par exemple, en Allemagne? Il est connu comme quelqu'un qui s'oppose à des progrès sur l'Europe, à des progrès pour une plus grande intégration européenne que l'Allemagne est prête à faire. Alors, pour continuer un instant là-dessus, quand par exemple François Hollande nous dit « je voudrais remettre en cause le traité qui a été signé récemment », ça en Allemagne on en parle beaucoup? Ça a été pris comme une douche froide au départ. Bon, maintenant, on sait qu'il va falloir s'arranger et trouver une solution, mais le positionnement de dire je m'opose à quelque chose qui est décidé, ça va vraiment c'est à contrario de toute la tradition très légaliste de l'Allemagne. Et alors en Italie, est-ce qu'on s'intéresse à cette campagne française et que la presse rend compte effectivement des débats qui ont lieu ou pas? Parce que Mario Monti est souvent cité dans la campagne française. Par exemple, François Bayrou, par exemple, cite souvent Mario Monti. Oui, mais François Bayrou est quand même très minoritaire dans la campagne actuelle. Il n'est plus le troisième homme. Mais on regarde beaucoup. En France, on regarde beaucoup ce que fait Mario Monti en Italie. Oui, on le regarde beaucoup. Je crois que, oui, la presse italienne en parle beaucoup. La France reste quand même malgré le fait qu'il n'y a plus beaucoup de francophones en Italie, mais ça reste quand même un pays vers lequel on regarde beaucoup. Dans la classe politique, on regarde beaucoup surtout à gauche. C'est-à-dire que nous, on est dans une phase politique avec des élections l'année prochaine, maintenant un gouvernement, qu'on peut dire de grandes coalitions pour s'entendre, soutenu technocrates, soutenu par droite et gauche, et donc il y aura des élections. La gauche regarde évidemment à la France en se disant si Hollande, est-ce que ça peut gagne, est-ce que ça peut être une incitation, ça va faire un entraînement. Excusez-moi, franchement, les autres pays ne sont jamais un entraînement pour les électeurs allemands ou français ou espagnols. Je veux dire, les gens votent en fonction de la politique intérieure, de leur situation personnelle. Ils ne votent pas tellement parce que les Français ont voté Hollande, mais regarde à gauche. Est-ce que par exemple, on s'intéresse à Jean-Luc Mélenchon et à ce phénomène Mélenchon, ce phénomène d'une extrême gauche, ou en tout cas à la gauche du Parti socialiste,
qui a ce succès si on en croit les sondages? Écoutez, les journaux s'en sont intéressés. Dans la classe politique, moi, je n'ai pas tellement vu un très grand intérêt par Mélenchon, mais là, il y a, je crois, un problème quand, vous savez, Mélenchon, il a un slogan, la révolution citoyenne. C'est très difficile à traduire dans une autre langue, parce que ça revient à une histoire, à un langage, à une histoire qui, depuis 1789, est l'histoire politique de la France, mais que pour un Italien, pour un Allemand, je ne parle pas des Américains, c'est quand même assez étranger, donc c'est très difficile de les reprendre et on va à son demander compte. à Axel Kroes, parce que pour un Américain, un candidat qui fait 15, 16, 17% d'intention de vote, qui se revendique d'une forme d'extrême gauche, et deux autres candidats d'ailleurs, en plus d'extrême gauche, donc trois candidats d'extrême gauche dans une candidature française, dans une élection française, est-ce que les Américains, est-ce qu'ils peuvent comprendre ça, pour peu qu'ils s'y intéressent d'ailleurs? Est-ce qu'ils nous regardent comme des martiens? D'abord, un petit mot sur une chose qu'il faut que je dise. Je suis fasciné par l'intérêt que les Français ont toujours porté sur les élections et la vie politique américaine. L'inverse n'est absolument pas vrai, malheureusement. Personne aux États-Unis ne suit la campagne française. Non, mais j'ai fait un article que j'ai fait dans le Monde hors série sur le regard américain. J'ai chiffré à peu près 55 000 Américains sur 313 millions qui ont un intérêt pour la vie politique française. Pourquoi? En partie parce que toutes les émissions, par exemple faites par mes collègues à CNN, Newsweek et Time, 80% de leurs émissions sont jamais vues aux États-Unis. Donc, il y a une absence dans les médias américains, et les Canadiens, c'est pareil. C'est quasiment impossible d'avoir beaucoup d'actualités, sauf dans le New York Times, qui publie tout ce qu'on voit dans le Herald Tribune. Vous voulez dire, pardon de vous interrompre, qu'au fond, ça ne les intéresse pas ou que ça n'est pas un enjeu? C'est-à-dire qu'on a aux États-Unis un mélange de indifférence et ignorance. Et les deux sont liés. Par exemple, en Italie, on peut capter certaines radios françaises tout le temps. Le Monde est relativement disponible. D'ailleurs, c'est la même chose en Allemagne, où il y a une chaîne franco-américaine, je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est Arte. Arte est regardée en Allemagne, c'est-à-dire en Europe, on a beaucoup plus d'intérêt et de couverture par les médias. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Alors pour les 55 000 Américains qui suivent quand même l'élection française, est-ce que ces Américains-là, est-ce qu'ils comprennent qu'il y a trois candidats d'extrême gauche et avec un Jean-Luc Mélenchon? Commençons avec le président lui-même. Barack Obama et ses collaborateurs regardent de très près ce qui se passe. Il y avait un grand article l'autre jour dans le New York Times, justement, sur Mélenchon. Mélenchon fascine pour une seule raison, la possibilité qu'il va y avoir des communistes dans le gouvernement futur d'un M. Hollande, s'il est élu. C'est le retour à l'élection de 81. Pas exactement, mais ça évoque un peu, disons, les souvenirs des mémoires. C'était beaucoup plus grave, le problème en 81, mais il est quand même un trotskiste, un homme qui dit pas de G20, pas de G8, pas de l'OTAN. Comme j'ai dit tout à l'heure sur le protectionnisme et la sortie de l'Europe, ça pose beaucoup de questions. Ça, c'est pour dire qu'actuellement, Obama a reçu, soit par vidéoconférence hier avec l'Élysée, mais avant des visites très discrètes par le président du Sénat, M. Bell, pour M. Hollande, le conseiller M. Le Drian, qui a vu des gens de la défense au Pentagone. Donc il y a des contacts qui ont été établis avec les socialistes français. Et Pierre Moscovici a eu beaucoup de contacts avec l'ambassade des États-Unis pour faire quoi? Pour expliquer que M. Hollande n'est pas un révolutionnaire, il n'est pas communiste, et que, un peu comme 81, et la politique est grosso modo la même politique, grosso modo politique économique et sociale, que le président Obama. Alors en France, les commentateurs politiques ont coutume de dire que Nicolas Sarkozy est plutôt un bon candidat parce qu'il a une fantastique énergie. Quel regard on porte en Europe sur le candidat, bien sûr le candidat Sarkozy, en Italie par exemple? Est-ce qu'on considère que Nicolas Sarkozy, grâce à son énergie, va peut-être pouvoir l'emporter quand même? Sûrement un personnage différent de Nicolas Sarkozy, avec les sondages et les taux d'impopularité du président Sarkozy, on aurait dit c'est plié, c'est fini, aucune chance. On ne l'a jamais dit. On ne l'a jamais dit parce qu'on les connaît.
Parce qu'on l'a vu, on l'a vu dans les passés, on l'a vu après 95, on l'a vu après les européennes. Effectivement, il avait fait une mauvaise campagne, de mauvais résultats aux européennes, et puis effectivement, il était revenu sur le devant de la scène. On l'a vu rebondir. Tous les grands politiques français, pensez à Mitterrand, on les donnait en 74, mais celui-là, c'est fini. C'est fini, il a fait 14 ans de présidence. Chirac, 88, celui-là, c'est fini. 12 ans de présidence. Sarkozy, il a la même trempe de ces deux-là. Et on voit bien son maître, c'est Chirac. C'est de loin Jacques Chirac qui est son maître, pas peut-être dans l'actualité courante et tout, mais dans son style. Vous, Jean-Pierre Martinotti, vous pariez quand même sur les chances possibles de Nicolas Sarkozy, si on vous entend bien. Moi, je pense que c'est pas joué et que ce sera joué à très peu de différence entre les premiers et les deuxièmes les soirs du 6 mai. Jacqueline Hénard. Est-ce que l'opinion publique allemande, je dirais, reconnaît ou admire éventuellement la performance du candidat, en effet, comme disait Mathieu tout à l'heure, la performance du candidat Sarkozy en campagne? Est-ce que, quand même... Oui, vous insistez beaucoup tous les deux sur le fait que nous parlons du candidat Nicolas Sarkozy. Oui. Enfin, l'opinion publique projet, oui. a surtout vu le président Sarkozy. Et là, je crois qu'il y a plusieurs images qui se sont fixées dans la mémoire des spectateurs et des lecteurs. C'est entre autres son énergie, bien sûr, oui. Et donc, on a du mal à croire qu'il va abandonner comme ça en milieu de course. Ceci dit, est-ce que les 5 années à venir sont si attrayantes qu'un candidat veuille vraiment rempiler pour faire du travail de ménage? Est-ce que l'anti-sarkozysme qu'on peut voir en France, c'est quelque chose qu'on comprend en Allemagne? Est-ce que éventuellement il y a des citoyens allemands qui eux aussi partageraient ce sentiment d'anti-sarkozysme ou pas du tout? Je pense qu'il y a plus des moqueries en Allemagne. On se moque du président français en Allemagne. Oui, enfin écoutez, c'est pas... Oui, il y avait des phases où... mais vous vous souvenez tous de ces caricatures Merkozy qui sont venues non pas d'Allemagne, mais enfin qui ont été réceptionnées en Allemagne. Et où c'était comment en Allemagne, justement, ça, ces caricatures? Très curieux. Enfin, tout le phénomène était curieux. Et d'ailleurs, il a complètement disparu. Hein. Je l'évoque parce que justement, il devait être une pièce clé de la campagne. Justement, Jacqueline Hénard, ce qui est assez frappant dans cette campagne française, c'est que c'est probablement l'une des campagnes où on a le plus parlé de l'Allemagne, soit pour louer les mérites de la compétitivité allemande, soit pour effectivement s'inquiéter d'un possible exemple allemand qui viendrait en France. Comment en Allemagne s'est perçu cela ? En Allemagne, on ne se voit pas tellement comme modèle. Je crois qu'il y a une vision politique d'avoir un modèle qui marche pour l'assainissement des finances publiques, mais par ailleurs, la société allemande, on est un peu éberlué devant le fait d'être pris pour un modèle et surtout d'être instrumentalisé comme modèle. Hein, Quand vous dites instrumentalisé, qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ? Il faudrait aller dans le détail des réformes, du fonctionnement institutionnel allemand et dans la question est-ce que ce que l'on cite en Allemagne, est-ce que ça pourrait s'appliquer à la France? Et les mesures que l'on défend en France sous prétexte que c'est le modèle allemand et que ça a marché, est-ce que ce n'est pas pour faire avancer quelque chose en s'épargnant le débat qui a eu lieu en Allemagne? Parce que toutes les réformes qu'il y a eu ont été délibérées. Donc il y a une différence fondamentale d'approche. Je crois qu'en France, on aimerait bien s'accrocher à ce wagon qui a marché en Allemagne. Mais enfin, il y a 10 ans, donc il faudrait peut-être faire un petit peu différemment. En Allemagne, il n'y avait pas de wagon. Hein. Il y a eu une conception, un débat, et ensuite il y a eu un accord général sur quelque chose qui était douloureux. Et l'opinion publique, je vous rappelle, à un moment donné, a refusé 59%, voire 69% pour les personnes plus âgées, des baisses d'impôts. Des baisses d'impôts, on a refusé, il y avait un refus général de baisse d'impôts parce qu'on s'est dit,
ça va rendre plus difficile l'assainissement des finances publiques. Et ça, c'est pas l'attitude en France. C'est vrai que ce que vous nous dites au là, bas des Français qui refuseraient par référendum ou lors d'une élection des baisses d'impôts, ça paraît assez surprenant. Oui, oui. Ça, effectivement, ça nous semble très surprenant. Axel Kroes, il y a quand même un mystère pour un certain nombre de socialistes français en tout cas, c'est qu'on a Barack Obama, homme de gauche, qui est là, et puis Nicolas Sarkozy. Et on a vu ces derniers temps Barack Obama sur un plateau de télévision aux côtés de Nicolas Sarkozy, et les deux hommes, c'est en tout cas l'impression, peut-être qu'on peut avoir, semblent très bien s'entendre. Est-ce que c'est exact ça? Oui, mais d'abord c'est superficiel et très tactique. Alors, pourquoi tactique? Actuellement, Washington et surtout les milieux économiques et financiers autour du président, l'administration et, il faut ajouter, Wall Street, les marchés financiers, sont extrêmement sceptiques sur la possibilité d'une relance des économies européennes avec la politique pratiquée par Mme Merkel, M. Monti en Italie, David Cameron en Angleterre. Ça veut dire l'austérité. Des grands économistes pensent, comme Krugman par exemple, que l'austérité que l'Europe pratique est une recette pour encore plus de chômage et que ça continue d'augmenter. L'Europe n'est pas loin de 10%, 10,5%. Et l'administration Obama n'est absolument pas d'accord avec cette austérité. En revanche, les républicains trouvent que M. Sarkozy est formidable parce qu'il est comme eux. Comme Mitt Romney, qui est un homme de droite. On ne peut pas faire trop de comparaisons. Mais les démocrates qui pensent à l'avenir ne donnent pas beaucoup de crédibilité à une continuation de la politique de M. Sarkozy et Merkel en Allemagne pour l'ensemble de l'Europe. Donc, il y a un véritable problème sur le plan économique et social. Pour la politique étrangère, c'est autre chose. Parce que là, Washington considère que la France est absolument indispensable pour un certain nombre d'opérations en cours. Le processus de paix, éventuellement, espérons, en Syrie, Afghanistan, etc. Tout le monde est plus ou moins sur la même longueur d'onde, avec la même politique. Ça veut dire la France va rester un allié, c'est Hubert Védrine qui l'avait toujours dit, allié, mais pas aligné. Et ça, c'est un peu... Gilles Leclerc de Public Sénat. Jacqueline Hénard, on avait beaucoup parlé d'Angela Merkel au début de la campagne électorale en France, et puis Nicolas Sarkozy avait même promis des meetings. On a vu une émission de télévision, une seule, entre France 2 et SDF, entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, et puis tout d'un coup, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé au fond ? Je crois que c'était un couac, comme on dit en français. C'était, on s'est avancé un peu trop vite. Les Allemands ont dit oui un peu trop vite, et on s'est rendu compte que ça passait pas tellement bien, et donc tout le monde est très content. Dans votre pays ou? En Allemagne, on a discuté de l'espace public européen et du fait que la politique intérieure était aujourd'hui, à l'heure de l'Europe, quand même une politique européenne, qu'on ne pouvait pas s'en soustraire. Mais enfin, vous savez très bien que c'est plutôt mal passé en France, qu'il y a eu des sensibilités, et on a l'impression que l'Allemagne ne veut pas seulement imposer sa politique, qui est une politique qui n'attire pas les Français, parce qu'elle est basée sur un argument de raison. Nicolas Sarkozy, par exemple, sur Schengen, à un certain moment de la campagne, est-ce que ça refroidit un petit peu les choses? Par exemple, oui. Bien sûr, à vous entendre, on a l'impression que ça les a beaucoup refroidis. Alors, on a beaucoup parlé, effectivement, de Nicolas Sarkozy, mais il y a le grand favori François Hollande. Alors, François Hollande, candidat de la gauche ou candidat anti-sarkozyste d'abord, quelle est votre opinion, Jean-Pierre Martinotti? Il est d'abord le candidat anti-sarkozyste. On est en face exactement en 1995. Rappelons-nous, il y avait un tout sauf Balladur. Pour des raisons qui sont complètement différentes, mais il y a eu un moment d'un tout sauf Balladur. On est là dans un tout sauf Sarkozy. C'est toute la difficulté du président sortant. Et c'est évident qu'on sent bien dans les gens que le vote Hollande, c'est un vote par défaut. D'ailleurs, s'il devient président de la République, il ne faut pas oublier qu'il le sera 2 fois par défaut. Parce qu'il est candidat à la place de quelqu'un d'autre à gauche, et parce qu'il sera président, parce qu'il est contre le président sortant. Alors François Hollande, candidat du double défaut, si l'on ose dire. Est-ce que vous partagez cette opinion? Je vous vois hocher de la tête, Jacqueline Hénard. Apparemment, vous semblez partager totalement ce sentiment. Sur sa campagne. On entendait il y a un instant, il ne fait pas de faute. Jacqueline Hénard.
Il ne fait pas de faute, mais enfin, c'est par rapport à la campagne de 2007, qui était quand même une campagne vraiment de rupture, avec des personnages où on avait l'impression qu'ils étaient nouveaux, ils n'étaient pas si nouveaux que ça, mais enfin, il y avait un nouveau... la campagne faisait pétiller à l'étranger. Ça, c'est pas le cas du tout. Est-ce que c'est pas le contexte économique qui fait ça, bien sûr, le contexte économique fait que les enjeux sont tout à fait différents. Il ne s'agit pas de choisir quelqu'un à la tête qui va représenter la France, mais qui va faire les devoirs en France, qui va ranger les choses et faire en sorte que la France traverse plus ou moins bien la période d'adaptation des François finances Hollande publiques. qui aurait le profil d'un bon écolier, selon vous? Écoutez, est-ce qu'il a été le favori au moment où il est devenu secrétaire du Parti socialiste? Il a glissé dans le rôle qu'il a pris, et j'ai l'impression que je suis d'accord avec Monsieur Martinotti. C'est le candidat qui s'est trouvé en position d'être le candidat des socialistes. Axel Krauss, votre regard sur François Hollande, et puis avec une question, comment est perçue aux États-Unis l'une de ses propositions? C'est ce taux d'imposition de 75% à partir d'1 million d'euros de revenus. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être compris aux États-Unis ou pas du tout? Absolument. C'est déjà compris. Le New York Times a fait un papier l'autre jour là-dessus, parce que, figurez-vous qu'il y a 3 jours à peu près, la Maison-Blanche a annoncé qu'il va faire exactement la même chose. Obama l'avait déjà proposé il y a longtemps. Avec le même taux à partir du même niveau? 30% pour tous les milliardaires. Et il y a à peu près 155 000 milliardaires aux États-Unis qui vont être imposés à partir de 30%, peut-être plus, ça dépend de la législation. Mais on en est qu'à 30% quand même. Non, attendez, l'idée d'imposer un impôt sur le revenu des milliardaires qui n'était jamais fait aujourd'hui fait partie de la campagne d'Obama. Absolument. Ça veut dire qu'il faut que des riches payent, comme Hollande, et les impôts aussi sur les entreprises. Et on a même vu quelques milliardaires américains qui le réclamaient eux-mêmes d'ailleurs. Alors, pour revenir à la question de Hollande, vue des États-Unis, il est vraiment pas connu. Personne ne voit qui il est. En même temps, il faut voir que monsieur et madame Sarkozy étaient à la Maison-Blanche il y a 2 semaines et un de mes rédacteurs ont dit, écoute, ça ne nous intéresse pas Nicolas Sarkozy, mais sa femme Carla, oui. Elle est belle, elle est gentille, elle rappelle Jacqueline Kennedy, etc., beaucoup de choses. Alors ça, c'était... simplement sur le plan de médiatisation de Sarkozy, parce que lui aussi n'est pas très connu. Est-ce que c'est important? Je ne crois pas. D'ailleurs, à la Maison-Blanche, on dit de toute manière, on attend soit Sarkozy, soit Hollande à Chicago au mois de mai pour le grand sommet l'OTAN G8. Ce sera le premier grand rendez-vous international du futur président, soit Nicolas Sarkozy, mais soit François Hollande, j'insiste que, grosso modo, à Washington, on voit un consensus entre les deux. Hollande vient de faire une longue interview dans un quotidien ce matin pour expliquer sa politique, par exemple, sur l'Afrique, que le danger et le terrorisme, surtout à Mali, et il faut le combattre. Ça, c'est exactement... Et de laisser les Africains résoudre leurs propres problèmes. Ça, c'est absolument dans la ligne d'Obama. Sur l'OTAN ou l'Afghanistan, il y a des nuances quand même entre les deux. Oui, mais les nuances, est-ce que c'est important que la France annonce une retraite à 2012 par rapport à 2014 pour les États-Unis? Le résultat, c'est le même. L'impact, c'est on se retire de l'Afghanistan. Et là, il y a une cohérence absolument totale avec Washington, mais je termine là. Le grand espoir pour les démocrates, les républicains, non. Mais pour les démocrates, c'est peut-être pour la première fois, on va avoir dans le camp occidental 2 chefs d'État qui sont exactement sur la même ligne sur le plan politique, économique, fiscal et surtout pour la relance, qui peut être traduit éventuellement en Allemagne avec l'SPD. Par exemple, M. Hollande a rendu visite à les dirigeants de la SPD. S'il y a un gouvernement de gauche éventuellement dans une coalition avec une vraie voix, ça peut aussi changer des donnes pour l'Europe. Jean-Pierre Martinotti, j'ai une question à vous poser. On a entendu il y a quelque temps les plans de rigueur qui ont été annoncés en Europe, en Espagne, mais aussi de manière très importante en Italie. Quand vous entendez François Hollande qui propose effectivement de créer 60 000 emplois dans l'éducation nationale en France, par rapport à ce qui a été fait, par exemple en Italie, dans le plan de rigueur, comment vous réagissez ?
Un Italien s'est dit, soit c'est nous qu'on rêve, soit c'est lui qui rêve. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la situation actuelle. Bon, en même temps, on peut bien comprendre que si on voit les 60 000 emplois dans l'éducation nationale, on voit bien que puisqu'il est fait avec le même nombre de fonctionnaires, il sera obligé de continuer à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, c'est-à-dire à faire un déplacement des fonctionnaires vers certains secteurs et en les supprimant. Ça, c'est quand on regarde de près la proposition et quand ouais. on la regarde méticuleusement. Ouais. Mais quand vous dites que les Italiens rêvent, ils rêvent pourquoi? Quand Ils ils entendent ça. rêvent parce que vous vous rendez pas compte, mais encore la France a l'image du pays des cocaignes, du pays qui encore ne s'est pas rendu compte que les 30 glorieuses sont finies. Alors nous, on le sait très bien. En Italie, il y a une prise de conscience qui est arrivée avant la France. En Italie, on a une avance primaire. Ce qui est la différence dans un budget entre les recettes et les rentrées, on a une avance entre 4 et 5%. Alors, les Français, ils y arriveront peut-être, je crois, en 2015. C'est-à-dire que le reste, c'est la dette. Évidemment, on a sur les dos une dette, mais on a intériorisé le fait qu'il y a certaines choses, l'État-providence ne peut pas donner tout à tout le monde. Et quand je lis parfois, mais dans d'autres pays qui disent, mais à partir de 100 000 euros, il y a certains frais de santé que les gens pourraient se payer. Moi, je ne trouve pas, ça ne me scandalise pas. Je dois dire que ça ne me scandalise pas. Alors qu'en France, il y a une culture de l'égalité en droit, comme quoi tout le monde est pareil. À une proposition, si je ne me trompe pas, qui a été faite en Espagne il y a 2-3 jours, où effectivement il a été dit qu'à partir d'un niveau de revenu de 100 000 euros, eh bien, la politique de santé, les soins ne seraient plus gratuits pour les gens, ou pas entièrement gratuits, pour les gens qui en auraient les moyens. Et effectivement, vous dites qu'en Italie, on commence à penser à ça comme c'est peut-être demain le cas en parce que Espagne. le système de santé est tel. Autrefois, les Italiens venaient en France dans les années 80 pour se soigner. Maintenant, le retard a été rattrapé. C'était un retard des machines, d'appareils dans les hôpitaux et tout. Mais en Italie, c'est très difficile quand vous allez dans des structures publiques, vous avez des choses et tout, vous avez des longues périodes d'attente. Donc les gens, déjà aujourd'hui, ils vont dans les privés. Mais dans les privés, c'est pas comme en France que vous allez chez un médecin privé, vous avez toujours une partie qui vous est remboursée par la Sécu. C'est pas comme ça. Jacqueline Hénard, quand on entend cette proposition en Allemagne, est-ce qu'on rêve ou pas? La réaction rapidement, parce que c'est la fin de ce débat. En Allemagne, la situation démographique est différente et dans ce sens-là, on rêverait d'avoir besoin d'embaucher 60 000 professeurs. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Et l'on se retrouve dans une semaine pour un nouveau débat de la présidence.